RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe Actualité. Et n'oubliez pas qu'il y a à peine 2 jours, le projet de loi de veille sanitaire a été adopté. Il prévoit la prolongation de l'utilisation des systèmes de surveillance de la circulation du Covid-19 et la possibilité d'instaurer un pass sanitaire aux frontières qui ont été limitées à 6 mois contre 8 mois sur le texte initial. En tout cas, le projet de loi sera examiné dans l'hémicycle à partir de ce lundi 11 juillet. Et on part pour une simulation du Parlement européen à la mairie des Abîmes, une manière pour la municipalité d'intéresser les jeunes à la politique européenne qui, somme toute, paraît très lointaine. Ils ont ainsi pu en savoir plus sur tous ces millions d'euros de subventions qui suscitent l'intérêt des collectivités et des chefs de projet. Le reportage. Cette idée est venue d'une association présidée justement par un Abîmien, M. Eric Nègre, le CRAGEP, qui a voulu mettre, on va dire, en lien cette association qui veut démocratiser. C'est une association non gouvernementale qui veut démocratiser l'action européenne. Parce que nous, on a l'impression, nous les citoyens et notamment les jeunes, que l'Europe est loin de nous. Mais on se rend compte que l'Europe est présente dans tous les compartiments de notre vie, avec tout ce que nous avons comme financement, que ce soit au niveau du FSE, au niveau du FEDER, au niveau du FEP. Donc l'Europe est présente dans tous les compartiments de notre vie puisque nous avons dans nos collectivités des financements conséquents de fonds européens qui fonctionnent par PO, c'est-à-dire par programme opérationnel. Alors, on est ici en Guadeloupe dans le cadre d'un projet européen qui est financé par Erasmus+, qui vise à sensibiliser les jeunes à la citoyenneté européenne et aux droits qui sont liés à cette citoyenneté européenne, et également pour former des professeurs, des éducateurs de jeunesse, des encadrants, enfin des personnes qui travaillent au quotidien avec les jeunes ou sur les questions de jeunesse et de citoyenneté européenne, à ce que c'est l'éducation civique européenne et comment nous, les jeunes Européens en France, on met ça en œuvre au quotidien pour sensibiliser les jeunes avec lesquels on travaille. Donc on a fait un cycle de formation de 4 jours qui a commencé mardi et qui se termine aujourd'hui avec une simulation de Parlement européen dans la salle de délibération de la mairie des Abîmes avec les personnes qu'on a formées, mais également avec d'autres personnes qui n'ont pas participé aux formations mais qui veulent découvrir ce que c'est une simulation de Parlement européen. Et la conclusion aujourd'hui, c'est de mettre en lumière, ici au sein de l'hôtel de ville, une simulation du fonctionnement du Parlement européen, de toutes ses composantes, du texte prévu. Le texte est prévu pour être voté, donc dans les différents groupes parlementaires, comment on peut arriver à convaincre des groupes qui sont dits différents, puisqu'ils ont des opinions politiques différentes, de pouvoir amender une loi. Donc c'est une loi qui a déjà été votée, mais qui sert d'exemple pour ces jeunes, justement l'utilisation de l'huile de palme. La ville de Bémao et la CEMAG inaugurent aujourd'hui 30 jardins familiaux dans le quartier de Terrain-Agathon. 2900 mètres carrés de terrain sont ainsi mis à disposition de la population qui pourra cultiver ses propres denrées et faire un peu d'élevage aussi, pourquoi pas. Le reportage. Nous sommes dans une logique, je dirais, d'aménagement dans le cadre de la résorption de l'habitat insalubre. Et il s'agissait pour nous, en dehors des équipements, des espaces d'équipement que nous avons mis en place pour permettre aux habitants de mieux vivre, de créer du lien social, et bien de permettre sur ce petit espace de terre de 2900 mètres carrés, bien que les habitants puissent pouvoir se retrouver en famille, se retrouver en voisins, en voisines, afin de pouvoir cultiver. C'est des jardins familiaux. Il y a 30 lots, il faut le savoir. Chaque famille pourra bénéficier d'un lot d'environ entre 50 et 70 mètres carrés. Il fallait créer ce qu'on appelle des zones de vie
Et cet ouvrage réalisé par la CEMAG et dont je suis très heureuse aujourd'hui de remettre les clés à Madame le maire, je trouve que c'est une très belle initiative de la commune et les équipes de la CEMAG ont très bien travaillé et aujourd'hui je suis très heureuse de remettre les clés à Madame le maire. C'est beau, c'est bien. Madame le maire a pris la bonne initiation de partager, de donner à chaque personne, chaque locataire qui le désire bien, un petit lot pour planter, cultiver, puis récolter aussi. Et puis, comme on dit la culture chez nous en Guadeloupe, c'est la canne à sucre, le jardin. Et cela nous fait du bien pour notre santé, notre bien-être et puis une longue vie aussi. On voit le bonheur de ces familles aujourd'hui de prendre possession de ces espaces-là. Donc cela voudrait donc dire que quelque part, avec les partenaires que nous avions sur ce beau projet, nous on a réussi cet objectif, ce pari, améliorer le cadre de vie de ces populations ici. Si on se rappelle ce que c'était Terrain-Gâton il y a quelques années, il y a un travail formidable qui a été réalisé en amont par mon prédécesseur. Et il s'agit aujourd'hui de pouvoir poursuivre. Il y a quand même des cultures comme la laitue, les carottes, ce type de culture, ça va très vite. Comme je l'ai rappelé, hein, moi, je suis fille d'agriculteur. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues pendant mon enfance et aujourd'hui, je suis très heureuse que dans ce qu'ils vont faire de ce bout de terrain, c'est une entière satisfaction pour moi, présidente de la CEMAG. La communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre transforme les décharges sauvages en parterres de fleurs, une manière de lutter contre les incivilités et interpeller la population sur la nécessité de préserver l'environnement. Un message qui a du mal à passer au vu des comportements un peu désagréables qui persistent, tous ces malpropres qui continuent à circuler, n'est-ce pas? Le reportage. Ce projet a été d'abord, alors je vous donne un petit peu la façon dont ça a été mis en œuvre. Donc d'abord, la CNBT a enlevé les déchets qui étaient sur les 6 sites que nous avons choisis pour le fleurissement. Ensuite, pose de banderole scène du crime, c'est une façon de réveiller les consciences. Scène du crime par rapport à le fait de polluer la nature. Et ensuite, aujourd'hui, nous arrivons au fleurissement. Pour finir, et après il y aura l'entretien, et après amener les gens à s'en occuper. C'est un projet pour inciter les gens justement à être beaucoup plus sensibles sur leur environnement, leur cadre de vie, parce que j'estime qu'on habite quelque part, on n'a pas à jeter des déchets comme ça sur le territoire, parce qu'il y a des passages pour les encombrants, on attend le jour de passage pour pouvoir se décharger de ces encombrants. Et l'objectif est de faire en sorte que ces points soient éradiqués et qu'à leur place, que nous puissions planter des arbustes et des fleurs pour permettre une oxygénation du lieu, bien évidemment, mais permettre aussi à la population d'aller vers un autre état d'esprit. L'objectif, en fait, c'est de responsabiliser chacun et leur dire que, bon voilà, nous préférons des fleurs à la place des ordures ménagères ou autres, ou des dépôts ou des encombrants. Et c'est une action qui est fortement citoyenne, parce qu'elle doit permettre à terme de faire en sorte que chacun puisse bien comprendre tout l'intérêt, tout l'enjeu qu'il y a à ne pas détériorer le territoire. C'est une action qui est mise en place par la CNBT sur les 6 communes. Et il y a 10 sites par commune. Donc aujourd'hui, c'est Lamantin qui est concerné. Ces 10 sites sont des sites qui ont été repérés comme étant des lieux où les gens viennent régulièrement déposer des ordures, ce qu'on appelle des dépôts sauvages. C'est formellement interdit par la loi. On espère bien que ça va créer le choc au niveau de la réaction des gens. Et puis, il y a des informations qui sont là. À qui dit en créole, souvez pas ordi là à Kazao, pourquoi vous voulez mettre en la rue là? Ils ont fait plus chemin pour venir ici dans jeter les ordi là en pleine nature qui a un déchetterie là qui est plus près à Kazayo. Mais dorénavant, on leur dit qu'on ne va pas dépenser de l'argent comme cela et l'argent des contribuables à nettoyer, à embellir les sites sans les réactions. La réaction qui arrive derrière, c'est que partout, je leur dis bien, chacun prendra ses responsabilités, partout, à partir de maintenant là, il y aura des caméras. Partout, il y aura des caméras maintenant. Ça qui prie, prie. Et il n'y aura pas de pitié.
Retour maintenant sur le 13e prix de l'excellence littéraire hier soir à la Maison coloniale de Vonche, Abbé Maouf, parrainé par l'écrivaine Gerty Dambury. C'était une occasion de découvrir et d'échanger autour d'un grand auteur guadeloupéen, alias Guy Tyrolien. Le reste en images. Ça a été un moment de présentation à nouveau du poète Guy Tyrolien, que nous ne devons pas cesser d'étudier parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir de lui, de sa vie, de ses engagements, de son œuvre qui n'est pas finie. Hein. Même si lui nous a quittés, il y a encore du travail, il y a encore du texte sous le pied à découvrir. Extraordinaire, parce qu'elle a à la fois repris les thèmes, les questions, les ceci, et en même temps elle a mis de sa personne, de son énergie, de son émotion, et ce qui a rendu justement cette soirée littéraire d'une très grande qualité. Il faut la remercier pour ça. Gerty Dambury a été excellente. Vous l'avez entendu, avec un caractère bien trempé, une femme qui a une haute estime de son territoire, une belle connaissance de son territoire. C'est vrai, de l'autre côté je dirais de l'Atlantique, donc avec une vision qui est la sienne. Elle a su nous faire découvrir une autre facette de Guy Tyrolien que nous ne connaissions pas jusqu'à aujourd'hui. Elle nous a fait aussi voyager dans son univers, je dirais littéraire, également dans son univers de femmes battantes et combattantes. D'ailleurs, il me revient déjà de pouvoir la remercier d'avoir répondu à notre invitation, mais également remercier tous ceux et celles qui font partie, je dirais, du comité de pilotage, en la personne de Christian Chéry, qui reste modérateur hors pair, également à la personne d'Alain Rutil, de Madame Jazor Régine, bien sûr, la famille Guy Tyrolien, qui continue de nous faire confiance également, le cabinet, bien entendu, et surtout les élus de la commission éducation, qui chaque année font un travail remarquable. Comment est-ce que nous allons prendre le relais, continuer à mener les combats qu'ils ont menés, parce que la réalisation de nous autres, en tant que membres des peuples noirs et des cultures noires, notre réalisation n'est pas encore complète. Donc nous avons encore du travail et nous avons encore une place à occuper. Et je dirais même plus qu'une place à occuper, nous allons diriger le monde vers davantage d'humanité, parce que nous sommes pleins d'humanité et pleins d'amour. Et vous l'avez entendu, il faut donc remplir le monde avec notre humanité. Et on se rend à Sainte-Anne pour le lancement du 35e festival de Gros Cas. Jusqu'au 14 juillet, des artistes tels qu'Esnar Boisdur, Candida ou Eric Kozak feront vivre la musique traditionnelle sur la plage de Galba. En attendant, ils ont lancé les festivités hier soir. Le reportage. La ville Sainte-Anne toujours accompagné festival là, toujours accompagné le CAS, qui c'est le comité d'animation sportive et culturelle. Et moi, l'occasion d'entrer au CAS, bien avant qu'il y ait un mairie là, donc qui a fait qu'à présent ni des casquettes. On y a une casquette au CAS, on y a une casquette en tant qu'élu délégué à la ville de Sainte-Anne et délégué à la culture. Donc, nous avons félicité les membres qui ont continué à pérenniser le festival là, et aussi la ville qui a pris toute part à l'accompagnement logistique et financier aussi à les associations. Et l'objectif en nous, c'est de mettre les associations en avant, permettre les associations une visibilité. Et donc là, pour le CAS, c'est un moment aussi important pour visibilité à le CAS, pour visibilité à travail qu'il y aura fait, et travail aussi que, tout en passant, qu'à voyons force pour M. Félix Côté-Long, qui pour les problèmes de santé, ne peut pas être avec nous, ne peut pas être avec nous. Donc, nous avons changé parce que le travail là, ça, il mettait en place avec nous. C'est important pour la CAL d'accompagner ce festival de Gros Cas, dans la mesure où, à travers ce festival, se développe la culture, se développe l'économie, se développe également l'ouverture sur l'emploi des jeunes et l'attractivité du territoire. Dès l'année, nous faisons ce festival là sur les réseaux sociaux, sur le numérique. Nous décidons que l'année-ci, comme apparemment nous avons faveur, on va dire, nous avons essayé de reprendre les bonnes habitudes que nous tenions. Nous avons démarré ce là le 7 juillet jusqu'au 14. Et nous avons espéré que les Guadeloupéens qui viennent profiter
des musiques, pour profiter de danser. Venir participer aussi dans les roses, venir participer dans le conseil pour partager nos affaires. On enchaîne avec la présentation du 20e Traditour. Et pour cette compétition de voile traditionnelle, on note la participation de 4 équipes féminines, une jeune et 2 mixtes. Plus de précision dans le reportage. Sur le Traditour cette année 2022, il y aura 30 canots, dont 4 équipages féminines et un équipage de jeunes et 2 équipages mixtes, et tout le reste ce sont des équipages hommes. C'est vrai que cette année c'est une première d'avoir autant de bateaux sur la flotte. Et ça prouve que l'engouement qu'a aujourd'hui la voile traditionnelle sur le territoire de Guadeloupe. Donc nous sommes très contents au sein de la classe et surtout l'organisateur à la NASA pour permettre de mettre en avant une belle manifestation. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à la population de venir soutenir leur équipe, de venir voir le sport du 13 au 17 juillet sur tout le continent de Guadeloupe, la voile traditionnelle. 5 jours, c'est un contexte économique qui a présidé à ce choix-là. On a voulu se montrer prudent parce que tout simplement, on n'est pas encore dans les conditions qui prévalaient pour les Traditours ou les TGVT de 10 jours. Nous avons dû, contexte sanitaire aidant, réduire à 2 jours l'an dernier. On revient à 5 jours, peut-être revenir à 10 jours l'an prochain. Donc une phase transitoire, mais qui sera pas moins ambitieuse parce que le tour sera très difficile et à mon avis très beau à regarder. Bien déjà, être sûr que le jour de l'arrivée, il n'y aura pas la veille, pendant la nuit, un envahissement de sargasses, puisqu'on arrive à Raisin-Clair. Et j'aurais souhaité véritablement que les choses se passent bien pour l'ensemble des compétiteurs, puisque Saint-François a quand même 3 équipages. Et nous avons besoin que l'ensemble de la flotte arrive à Saint-François dans de bonnes conditions, parce que c'est une fête de la voile et à laquelle nous tenons à Saint-François, et l'ensemble des Saint-Franciscains, les élus, les partenaires, les collaborateurs de la ville tiennent à cette compétition, parce que d'ailleurs beaucoup de collaborateurs participent participent aux équipages, et cela nous sied tout à fait parce que tout le monde est véritablement dans cette tradition, c'est le cas de le dire, du Traditour. Cette fois-ci, nous partirons de Saint-François, nous arriverons certes à Petit Canal, mais c'est relativement serein parce que la flotte nous a fait la démonstration de sa capacité à affronter des éléments qui étaient, difficiles à affronter, difficiles à traverser. Et pourquoi ne pas recommencer avec l'ambition de faire une boucle. Ce qui a prévalu dans ce choix-là, c'est faire le tour. Et puisqu'il s'agit de faire le tour, il faut bien à un moment ou un autre traverser ce bras de mer. Et on parle histoire de la navigation avec l'association Culture Caraïbes. Les membres ont travaillé sur l'évolution de la Kanawha vers l'Imoca. La Kanawha était l'embarcation traditionnelle des Amérindiens. Les Kalinago qui étaient installés dans les îles les construisaient à partir d'un seul arbre et avec quand même des dimensions exceptionnelles. Il y avait donc l'ancêtre de l'Imoca, des voiliers monocoques qui font en moyenne 18 mètres de long. Le reportage. Tradition de construction antillaise. Il y a eu beaucoup d'embarcations qui ont été faites différentes dans les Antilles. Il y a des goélettes, on en fabrique encore aujourd'hui dans les Grenadines. L'association Culture Caraïbes, qui est située donc à Trois-Rivières, sur le site de Kanawha, a eu l'initiative effectivement d'organiser cette conférence en visio avec M. Béra, qui est une sommité dans le domaine, sur la navigation amérindienne. Ce qui nous a intéressé effectivement au niveau de la Kanawha et donc l'association Culture Caraïbes, c'est mettre en avant tous les liens caribéens, toute cette navigation, ce transport qui a eu lieu depuis des temps immémoriaux en fait. Parce que en ce qui nous concerne, ces embarcations avec les Amérindiens venaient d'Amérique latine et sont descendues au fur et à mesure dans les grandes Antilles pour arriver jusqu'aux petites Antilles. Et c'est ce qu'on voulait vraiment mettre en avant. Cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'on nous disait que les Amérindiens à Trois-Rivières, c'était 800 ans avant Jésus-Christ. Mais là, on a parlé aujourd'hui, l'archéologue, le professeur en archéologie,
à l'université de Martinique nous dit que c'est 3500 ans avant Jésus-Christ. Alors là, on a de quoi encore à travailler sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans, 2000 ans, avant d'arriver jusqu'à 3000 ans. Et je suis sorti confiant d'avoir appris quelque chose. Donc je pense que les premiers explorateurs, c'était vraiment des gens courageux, que je remercie, les Amérindiens, pour avoir osé braver la mer, les tempêtes, les cyclones, tout ce que se passe au niveau de la Caraïbe actuellement, pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Et en fait, mon dernier message, pour clôturer, c'est vraiment reprenant conscience de tout ce qui s'est passé avec ces gens qui étaient positifs, voilà, qui avaient envie de découvrir, de curiosité pour en faire des belles choses. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.